Bonjour à tous, moi aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord de l'appareil respiratoire. Donc on va parler d'abord des poumons. Vos poumons, vous en avez tous déjà entendu parler, ce sont des organes qui sont élastiques et qui sont contenus en grande partie dans votre cavité thoracique. Ils vont s'étendre de la coupole diaphragmatique au niveau inférieur jusqu'à la base du cou au-dessus de la première côte au niveau supérieur. Vos poumons, ce sont des organes qui sont incomplètement divisés, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir sur le schéma, votre poumon droit va être divisé en trois lobes, alors que votre poumon gauche va être divisé en uniquement deux lobes. Pour permettre cette division, vous allez, comme vous pouvez le voir sur la légende du schéma, vous allez avoir les scissures. Donc pour le poumon droit, qui est lui divisé en trois lobes, on va donc avoir deux scissures, à savoir la petite scissure horizontale qui sépare le lobe 1 du lobe 2 et la grande scissure oblique qui sépare le lobe 2 du lobe 3. Par comparaison, votre poumon gauche, lui, est divisé en seulement deux lobes, donc vous allez avoir une seule scissure qui est à savoir la grande scissure oblique et qui sépare donc le lobe 1 du lobe 2. Maintenant, on va parler de la circulation pulmonaire. Alors, la circulation pulmonaire, ça peut paraître assez compliqué, il faut s'accrocher, mais surtout, il faut comprendre vraiment un point clé qui est qu'il y a en fait deux types de circulation. Donc d'une part, celle dont je vais vous parler en premier, c'est la circulation sanguine nourricière qui, comme son nom l'indique, permet la nutrition en fait des poumons en leur amenant du sang qui est oxygéné. Et d'une autre part, vous allez avoir la circulation sanguine fonctionnelle qui, elle, va avoir pour but d'assurer l'hématose, qui est l'oxygénation du sang. Donc vraiment, bien faire la différence entre la circulation nourricière pour l'oxygénation des tissus et la circulation fonctionnelle pour l'oxygénation du sang. Donc, on va parler tout d'abord de cette circulation sanguine nourricière. Donc, notre poumon a besoin de sang oxygéné pour pouvoir assurer ses fonctions et être viable. Ce sang oxygéné, il dépend donc de la grande circulation. Petit rappel sur ce que vous a fait Quentin juste avant moi, la grande circulation, c'est la circulation systémique qui permet l'oxygénation des tissus en leur ramenant du sang qui est oxygéné, donc qui part donc du ventricule gauche et qui se termine au niveau de l'atrium droit. Ce sang oxygéné que reçoit le poumon, il va venir en fait de l'aorte thoracique. Cette aorte thoracique va donner en fait plusieurs divisions, plusieurs branches, plusieurs artères. En fait, ces branches vont être des artères. Donc, par exemple, on va retrouver les artères bronchiques qui vont permettre en fait la nutrition des poumons. Maintenant, la circulation fonctionnelle. Donc tout à l'heure pour la nourricière, on a parlé des artères et des veines bronchiques qui dépendent de l'aorte thoracique. Et maintenant pour la circulation sanguine fonctionnelle, on va parler des artères et des veines pulmonaires. Donc cette circulation sanguine fonctionnelle, elle dépend de la petite circulation qui part donc du ventricule droit et qui se termine au niveau de l'atrium gauche et qui va en fait permettre l'oxygénation du sang. Donc, au niveau du ventricule droit vont partir les artères pulmonaires. Ces artères pulmonaires vont contenir le sang désoxygéné. Ces artères pulmonaires, elles vont suivre en fait la division de l'arbre bronchique. Elles arrivent au niveau des alvéoles et en fait là on va voir des capillaires en fait respiratoires qui font suite en fait aux artères pulmonaires. Ces capillaires vont venir se mettre autour des alvéoles et ça va former ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. Donc c'est une barrière donc entre l'alvéole et le capillaire, enfin les alvéoles et les capillaires, où vont en fait avoir lieu tous les échanges gazeux. Et ces échanges gazeux en fait vont permettre l'oxygénation du sang, donc vont permettre de passer d'un sang désoxygéné, donc riche en CO2, à un sang oxygéné qui lui sera donc riche en dioxygène et qui va pouvoir en fait revenir au niveau de l'atrium gauche pour repartir dans le circuit de la grande circulation. Diapo suivante. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment s'organise cette barrière alvéolo-capillaire où ont lieu les échanges gazeux qui permettent l'oxygénation du sang. Donc, encore une fois, le mot à retenir, c'est l'hématose. L'oxygénation du sang, c'est l'hématose. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de quelques repères vertébraux parce que ces repères vertébraux, en fait, peuvent être intéressants d'une partie parce qu'il faut le savoir et d'autre part parce que certains repères vertébraux peuvent être intéressants, par exemple, en clinique ou autre. Donc, ces repères vertébraux, nous avons tout d'abord 7 vertèbres cervicales qui sont notées de C1 à C7. Donc, C pour cervical et 1 à 7 pour de la première à la 7e. Ensuite, nous avons 12 vertèbres thoraciques
Bon, il y a une petite faute sur la diapo, excusez-nous. C'est donc de TH1 à TH12 pour les 12 vertèbres thoraciques. Ensuite, nous avons 5 vertèbres lombaires qui sont donc notées de L1 à L5. Ensuite, nous avons les 5 vertèbres sacrales qui sont soudées. Et pour finir, nous avons 2 à 5 vertèbres atrophiées qui sont au niveau du coccyx. Donc au niveau cervical, on va par exemple avoir, comme c'est écrit sur la diapo, le pharynx qui va s'étendre de la base du crâne jusqu'en C6. On va également retrouver au niveau thoracique la crosse de l'aorte qui se situe au niveau de la 4e vertèbre thoracique, donc TH4. Notre aorte va traverser le diaphragme au niveau de la 12e vertèbre thoracique. Et pour finir, dernière petite précision ou voilà sur les repères vertébraux, vous allez avoir le rectum qui va commencer au niveau de la 3e vertèbre sacrale. Donc ça, ce sont des petits repères que vous serez amenés à voir et à revoir, ne vous en faites pas, tout au long de ce premier semestre. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit QCM sur ce qu'on vient de faire sur les généralités de l'appareil respiratoire. Je vous souhaite bonne chance et on se revoit dans quelques minutes pour la correction du QCM. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé. Maintenant, on va venir corriger ce QCM. Donc, les réponses, c'était B, C, E. Donc, il y avait uniquement la A et la D qui étaient fausses. Donc, B, C, E. L'item A, le poumon gauche, il est divisé en 2 lobes. C'est bien droit, 3 lobes et gauche, 2 lobes. Moi, j'essayais de le retenir en me disant droit, 3. Et vous avez le son wa, wa. Donc, droit, 3 lobes. Si ça peut vous aider, c'est bénef. Ensuite, l'item B était vrai. Les poumons sont bien oxygénés par les artères bronchiques. Vous savez ce qu'on a parlé tout à l'heure, la grande circulation, donc qui permet l'oxygénation des tissus. C'est la circulation qui est nourricière. L'item C était vrai. Les artères pulmonaires apportent du sang désoxygéné aux poumons. Donc ça, c'est la petite circulation pour l'oxygénation du sang. L'item D était faux parce que le poumon droit, du coup, est composé de 3 lobes. Droit, 3, voilà. Et le dernier item, l'item E, était vrai. Les artères pulmonaires appartiennent à la petite circulation. Donc, je rappelle encore l'oxygénation du sang. La petite circulation, c'est l'hématose, donc l'oxygénation du sang. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc, j'espère que vous avez plutôt bien compris les généralités sur l'appareil respiratoire, et on se retrouve tout de suite, décidément j'ai du mal, pour les généralités sur l'appareil digestif. Capturer une langouste reste une opération délicate. Il faut veiller à ne pas endommager la base de ses grandes antennes, siège de ses organes vitaux. Du coup, on va maintenant parler de l'appareil digestif. Donc, notre appareil digestif, comme son nom l'indique, il permet la digestion. Cette digestion, elle va être permise grâce à notamment 2 fonctions qui sont la fonction mécanique, qui est le fait de broyer les aliments, par exemple par l'intermédiaire de nos dents, ou encore la fonction chimique, en fait, qui est l'ensemble des sécrétions qui vont transformer les aliments solides, donc les aliments qu'on vient de prémâcher, en substances qui seront assimilables par nos organes de notre système digestif. Notre tube digestif, on peut le séparer en 3 parties, 3 segments. Donc tout d'abord, on a le segment céphalique qui comprend la bouche et le pharynx. Ensuite, on a le segment cervico-thoracique qui est uniquement représenté par l'œsophage. Et enfin, on a le segment sous-diaphragmatique abdominopelvien qui s'étend du bas œsophage à l'anus. Nos organes, qui sont dans notre système digestif, ils vont être recouverts ou entourés par ce que l'on appelle des tuniques.
on retrouve 3 tuniques qui vont donc être de l'intérieur vers l'extérieur. Donc d'abord une muqueuse, la plus interne, celle qui est directement au contact de l'organe, qui entoure l'organe. Ensuite, plus extérieurement à la muqueuse, on va retrouver la sous-muqueuse. Et enfin, la tunique la plus extérieure s'appelle la musculeuse. Enfin, on trouve au niveau sous-diaphragmatique une 4e tunique que l'on appelle le péritoine, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est et à quoi elle sert. Donc maintenant, on va tout d'abord parler de l'estomac. Donc votre estomac, c'est quoi? Votre estomac, c'est une vaste poche musculo-membraneuse qui se situe au niveau thoraco-abdominal. Il se situe dans un cadran de votre abdomen que l'on appelle l'épigaste, parce que votre abdomen est en fait divisé, on va dire, anatomiquement en 9 cadrans, et dont l'estomac se situe dans le cadran qui s'appelle l'épigastre. Votre estomac, il a une contenance qui est d'environ 1 à 2 litres et il va se situer globalement entre l'œsophage et l'intestin grêle. Si vous avez un petit peu de mal à vous visualiser la position de l'estomac, on vous a mis un petit schéma en bas à droite de la diapo, comme ça vous permet de voir un petit peu où est-ce qu'il est cet estomac par rapport aux autres organes, etc. Donc ces jonctions, on va dire, entre organes, donc les jonctions entre l'œsophage et l'estomac et entre l'estomac et l'intestin grêle, elles vont être repérées anatomiquement en fait par des repères anatomiques. Donc la première jonction, celle qui fait jonction entre l'œsophage et l'estomac, on l'appelle le cardia et ça se situe au niveau des 10e et 11e vertèbres thoraciques. Et ensuite la jonction qui fait le lien entre l'estomac et l'intestin grêle, c'est ce que l'on appelle le pylore et qui lui se situe au niveau de la première vertèbre lombaire. Maintenant, votre estomac, donc je vais vous le décrire un petit peu pour que vous ayez quelques idées de à quoi il ressemble, comment il est et à quoi il sert. Donc, vous pouvez globalement le séparer en 2 portions. Donc, tout d'abord, une portion verticale qui comprend la grosse tubérosité, que l'on appelle aussi fundus et que l'on appelle aussi pôle supérieur de l'estomac. Parce que, comme vous voyez, ça se situe au niveau du pôle supérieur de l'estomac. Et ensuite, dans cette portion verticale, vous avez également le corps de l'estomac. Ensuite, dans la portion horizontale, vous avez l'antre pylorique. Ces 3 niveaux en fait là de l'estomac vont avoir vont avoir différentes fonctions, vont être le lieu de différentes réactions. Donc toutes les réactions ne sont pas les mêmes tout au long de notre estomac. Ensuite, notre estomac, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il a 2 courbures, donc une petite courbure à droite qui est concave et à l'opposé la grande courbure qui est convexe. L'estomac, le rôle de l'estomac, c'est quoi? Ça va être en fait d'amorcer une première digestion et cette digestion, elle sera ensuite poursuivie par les organes suivants du système digestif. On vous a également mis sur le schéma l'angle de His qui est un endroit en fait, un lieu qui peut être anatomiquement très intéressant pour tout ce qui est niveau pathologie, niveau clinique. Donc voilà à peu près pour l'estomac. Maintenant, on passe du coup à ce qui fait suite à l'estomac, c'est donc l'intestin grêle. Donc votre intestin grêle, c'est un organe qui est très long, vu qu'il mesure de 5 à 8 mètres, donc c'est un organe qui est très long, donc très replié en fait, parce que comme vous pouvez le voir sur le schéma, il ne prend pas non plus toute la place du système digestif, donc il est vraiment très replié sur lui-même. Ses fonctions principales vont être la digestion et l'absorption des substances, des aliments. Notre intestin grêle, il va être divisé en 2 parties. Donc une première partie qui va être fixe, qu'on appelle le duodénum, et une deuxième partie qui va être mobile, que l'on appelle le jéjuno-iléon. Donc du coup, tout d'abord, on va parler du duodénum. Donc sa partie vraiment qui est fixe, qui est accolée, elle n'est pas mobile. Comme vous voyez, par exemple, dans les séries télévisées ou quoi, ou même dans un bloc opératoire, l'intestin, les anses intestinales, on peut les sortir, on peut les manipuler, alors que le duodénum est une partie qui est fixe, qui est donc fixée. Ce duodénum, on peut le diviser en 4 segments qui sont donc notés de D1 jusqu'à D4, donc D pour duodénum et du coup D1, D2, D3, D4. Et ce duodénum, il est important parce qu'en fait, il va recevoir des abouchements, donc d'une part des abouchements biliaires, donc des sécrétions qui viennent de la vésicule biliaire par l'intermédiaire du canal cholédoque, mais également il va recevoir des sécrétions qui viennent du pancréas, donc des sécrétions pancréatiques par l'intermédiaire des canaux pancréatiques qui sont les canaux de Wirsung et de Santorini. C'est des noms qui vous sont pas familiers du coup pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, tout ce vocabulaire-là, que ce soit du système digestif ou autre,
quand vous allez le voir au fur et à mesure du semestre, ça va vous venir de plus en plus familier et vous ne vous y perdrez pas dans tous ces noms que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Du coup, maintenant, la partie mobile de l'intestin grêle, que l'on appelle le jéjuno-iléon. On l'appelle jéjuno-iléon, donc non composé, parce qu'en fait, on va pouvoir encore le diviser en deux. Donc, une partie qui va s'appeler le jéjunum et l'autre partie qui va s'appeler l'iléon. Donc, ce jéjuno-iléum, il est composé de 16 à 18 anses intestinales. À gauche, donc le jéjunum, les anses intestinales vont être de disposition plutôt horizontale, alors qu'à droite, au niveau de l'iléon, elles vont avoir une disposition qui sera plutôt verticale. Voilà pour l'intestin grêle. Aussi, quelque chose qui est important, c'est que la jonction avec le côlon, c'est une jonction qui se fait, donc c'est la valvule iléocécale que l'on appelle, et c'est une jonction qui se fait quasiment à angle droit. Donc, si vous pouvez zoomer un petit peu sur le schéma, on vous laissera la diapo pour que vous puissiez la lire à votre rythme et zoomer sur des points qui vous paraissent importants ou quoi. Donc, si vous pouvez jeter un coup d'œil, vous verrez bien que la jonction entre l'intestin grêle et le côlon se fait comme ça, à peu près à angle droit. Ensuite, maintenant, on va parler du côlon, vu qu'il fait suite à l'intestin grêle. Donc, ce côlon, la partie qui fait suite à l'intestin grêle, du coup, par l'intermédiaire de la valvule iléocécale, c'est une jonction qui se fait donc à angle droit, elle va amorcer la première partie du côlon, parce que comme vous pouvez le voir, le côlon, c'est un organe qui est un petit peu en cadre, voilà. Donc, on vous a mis les numéros que vous voyez 1, 2, 3, 4 et 5 pour du coup les différents cadrans, les différentes portions de ce côlon. En bas à gauche, comme vous pouvez le voir, on vous a mis que le 1 correspondait au segment ascendant droit, le 2 au segment sous-hépatosplenique transversal. Ce ne sont pas ces noms de segments, vous n'avez pas encore à les retenir pour l'instant pour la pré-rentrée. Vous verrez que vous aurez le temps d'être amené à les apprendre au fur et à mesure de votre premier semestre. Donc notre côlon, c'est un organe qui mesure environ 1,80 m. Ces fonctions va avoir en fait le côlon va avoir plusieurs fonctions qui vont être par exemple l'élimination des déchets, l'absorption de l'eau ou encore un maintien de l'équilibre hydrique. Donc vous pouvez le voir, il a donc plusieurs fonctions ce côlon. Il sert quand même à beaucoup de choses. Il s'étend donc de l'iléon jusqu'à l'anus. On peut apercevoir sur ce côlon d'une part des ostracions qui sont des bosselures en fait limitées par des incisures, et on peut également apercevoir les téniacolis qui sont des bandelettes longitudinales. Ces téniacolis, vous en avez une au niveau antérieur et deux en postérieur, et petite remarque mais qui est importante, c'est que le rectum est dépourvu de téniacolis, donc le rectum n'a pas de téniacolis. Ce rectum fait bien partie du côlon et il commence au niveau de la troisième vertèbre sacrale. Donc voilà pour notre côlon. Et maintenant le péritoine dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc la quatrième tunique que l'on retrouve en sous-diaphragmatique. Ce péritoine, ça va vraiment être une notion importante quand vous allez apprendre le système digestif. Donc il faut en fait essayer de visualiser au maximum la chose. Donc je vais essayer de vous expliquer au maximum la chose pour que vous le compreniez, pour que vous puissiez le retenir. Donc ce péritoine, c'est une tunique, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est une membrane qui va être séreuse, qui va être continue, elle est lisse, elle est transparente, elle a un double feuillet, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un feuillet qu'on appelle viscéral et un feuillet qu'on appelle pariétal. Ces feuillets sont en continuité l'un avec l'autre. Viscéral et pariétal, ça veut dire quoi ? Viscéral, dans le mot viscéral, vous entendez viscère, donc c'est le feuillet qui va être directement au contact du viscère, donc c'est le feuillet qui va en fait être au niveau de la paroi externe du viscère, alors que le feuillet pariétal, lui, va recouvrir la paroi interne, mais de la cavité abdominale. Donc feuillet viscéral, la paroi externe des organes, et feuillet pariétal, la paroi interne de la cavité abdominale. Ce péritoine, en fait, cette tunique, cette membrane séreuse, elle va en fait se déposer comme un drap dans la cavité abdominale. Vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil au schéma qui est en bas de la diapo. Le péritoine, c'est ce que vous voyez, ce qui est dessiné en fait en jaune, qui est donc à l'intérieur, donc au niveau de la face interne de la cavité abdominale. Donc en fait, c'est comme un drap. Imaginez un drap, donc si j'étendais un drap comme ça devant vous, un drap jaune, je le laisse tomber et du coup il va venir en fait se déposer comme ça, hop,
sur tous les organes de la cavité abdominale. C'est pour ça en fait que vous pouvez avoir des replis. Là on vous a mis un schéma d'une cavité, cavité pelvienne féminine. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir la vessie en avant, l'utérus qui est antéversé comme ça, on va dire posé, comme s'il posait sa tête sur la vessie. Et ensuite derrière l'utérus vous avez le rectum et le péritone qui remontent comme ça. Ensuite c'est cul-de-sac, c'est parce qu'en fait le drap s'est déposé même dans les petits recoins. Donc chez la femme vous allez avoir deux cul-de-sac. Le premier qui va être entre la vessie et l'utérus qui s'appelle le cul-de-sac vésico-utérin et le second qui se situe entre l'utérus et le rectum qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas. Ce cul-de-sac de Douglas, c'est également un cul-de-sac qui est présent chez l'homme et c'est un cul-de-sac qui est très important au niveau clinique, au niveau pathologique. Mais évidemment, du coup, chez l'homme, il n'y a pas le cul-de-sac vésico-utérin. Donc deux cul-de-sac chez la femme et un seul cul-de-sac chez l'homme. Et maintenant, à quoi ça sert en fait ce drap qui est posé, cette membrane séreuse qui vient se poser à l'intérieur de la cavité abdominale? Il va en fait servir tout d'abord à maintenir les organes dans la cavité abdominopelvienne, mais il va aussi servir à protéger nos organes contre les différentes infections qui peuvent venir de droite ou de gauche. Pardon, je m'aperçois que sur le schéma, on voulait vous entourer en fait cul-de-sac de Douglas. Mais bon, apparemment, ça a l'air de s'être décalé, donc on est désolé pour ça. Mais en tout cas, c'était bien cul-de-sac de Douglas et non ovaire qui était entouré. Voilà, donc maintenant j'espère que vous avez réussi à retenir quelques petits éléments sur le système digestif. Je vous laisse avec le QCM numéro 4, je vous laisse quelques temps, environ 1 minute, et je reviens tout de suite pour la correction. Bonne chance et bon courage. La langouste réagit face à l'homme comme avec un prédateur. Elle s'enfuit, puis tente de se protéger avec ses antennes. Non, les réponses pour ce QCM4 étaient A, B, C, D, donc il y avait uniquement l'item E qui était faux. Alors, pour l'item A, le tube digestif commence au niveau de la bouche et se termine par l'anus. C'est vrai. L'item B, l'estomac se situe bien entre l'œsophage et l'intestin grêle. Vous vous souvenez les jonctions qui sont le cardia entre l'œsophage et l'estomac et le pylore qui est entre l'estomac et l'intestin grêle. L'item C était vrai, l'orifice supérieur de l'estomac est donc nommé le cardia, parce que du coup je viens de vous dire. L'item D est vrai, le pylore se situe au niveau de la première vertèbre lombaire, donc au niveau de L1. Petit rappel, donc le cardia en supérieur qui se situe au niveau de T10 et T11. Et l'item E est faux, ce qui fait suite au... Enfin, c'est le duodénum qui fait suite au pylore. Voilà pour ce QCM4. Et je vous laisse maintenant avec le QCM5. Bon courage!
Alors, les réponses pour ce QCM5, du coup, la réponse était uniquement la B. Donc la A était fausse parce que le duodénum, c'est la partie fixe de l'intestin grêle. Et ça sera le jéjuno-iléon qui sera la partie mobile. L'item B, du coup, est bien vrai. L'intestin grêle est bien long de 5 à 8 mètres. L'item C est faux parce que c'est le duodénum qui reçoit les sécrétions biliaires et pancréatiques. L'item D est faux parce que c'est encore le duodénum qui est divisé en 4 segments qui sont nommés D1, D2, D3 et D4. Et l'item E est faux parce que l'iléon ne se jette pas dans le côlon gauche mais dans le côlon droit. Voilà pour ce QCM5. Et maintenant, petit dernier QCM, toujours pareil. Je vous laisse environ 1 minute et je vous souhaite bon courage. Il y a 4 ans, Emmanuel fit une découverte inattendue qui marqua un réel tournant dans ses études sur les langoustes. Voilà, donc les réponses à ce QCM étaient... on vous a pas noté les lettres. Les lettres du coup qui sont vraies, c'est la C et la E. Donc l'item A est faux parce que le côlon s'étend de l'iléon à l'anus. Donc vous vous souvenez, entre l'intestin grêle et le côlon, la valvule iléocécale. Donc iléon, hop, à l'anus. L'item B est faux parce qu'il ne mesure pas 3 mètres égal, qu'il mesure 1,80 m. L'item C est vrai, il se divise bien en 5 segments. Vous pourrez aller rejeter un coup d'œil sur les diapositives d'avant si vous voulez bien revoir ces 5 segments. L'item D est faux parce que le rectum, qui commence au niveau de la 3e vertèbre sacrale, est dépourvu de ténia coli. Et enfin, l'item E est vrai, l'appendice vermiculaire se situe au niveau du cécum. Dans le cécum, quand je vous parle de la valvule iléocécale, c'est ça en fait, c'est la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. Et l'appendice vermiculaire, dont je vous en ai pas trop parlé tout à l'heure, elle se situe au niveau de la valvule iléocécale, donc du cécum. Cet appendice vermiculaire, vous en avez déjà entendu parler lorsque ça s'inflamme, qu'on appelle une appendicite. Et du coup, une appendicite qui peut devenir une urgence chirurgicale parce que si on la laisse durer plusieurs heures, en fait, si on laisse l'infection se propager, ça peut atteindre le péritoine. Et comme je vous l'ai dit, le péritoine tapisse la cavité abdominale, donc en fait, ça peut permettre des risques que l'infection se répande en fait, au niveau du péritoine. Et là, c'est vraiment très grave et on peut en mourir. Donc voilà pour tout ce qui est de l'appareil digestif, du système digestif. J'espère que ça va beaucoup mieux et je vous souhaite bon courage pour la fin de cette pré-rentrée. Ça a été un plaisir de faire cette pré-rentrée avec vous et je vous dis à bientôt avec le tutorat. Bisous, à bientôt. Emmanuel et Sébastien vont remonter plusieurs langoustes pour les observer et les comparer.